On passe tout de suite à notre second débat. Vous le savez, je vous le disais tout à l'heure, volontairement décalé de l'actualité du jour. C'est le plus souvent un débat de société qui d'ailleurs peut permettre aussi d'éclairer les enjeux de la campagne présidentielle. Et je rappelle que vous pouvez réagir pendant cette émission avec le mot dièse, le hashtag Sens Public. Ce soir, on analyse un combat sans fin, celui de l'égalité femmes-hommes. Et on commence par un bilan de la parité en politique avec Aurélien Romano. La parité en politique a commencé à devenir effective il y a un peu plus de 20 ans. C'est la loi du 6 juin 2000 qui instaure la parité obligatoire pour les listes de candidats aux élections municipales, régionales ou départementales, ainsi que l'alternance femmes-hommes pour les candidats d'une liste. Cette loi instaure aussi des pénalités pour les partis ne respectant pas cette parité. Nouvelle étape en 2007, afin de féminiser les exécutifs locaux dans les communes de plus de 3500 habitants, la loi instaure la parité pour l'élection des adjoints. Dernière grande étape 2013, la loi instaure le binôme pour les élections départementales et le seuil est abaissé aux communes de 1000 habitants. Le chantier de la parité est aussi celui de l'incitation pour les femmes à s'engager. S'engager, c'est prendre du temps sur le temps personnel, le temps de la famille. Et donc, il faut avoir des structures, des réunions, des organisations qui permettent une bonne articulation du temps personnel et du temps professionnel ou d'engagement politique. Aujourd'hui, près de la moitié des conseillers départementaux et régionaux sont des femmes et elles représentent aussi 42% des conseillers municipaux. Mais dès qu'il s'agit d'incarnation dans la présidence des exécutifs, la part des femmes diminue fortement. 3 femmes présidentes sur 13 régions métropolitaines. Seulement un président de département sur 5 est une femme. Même proportion chez les maires, 19,8%, et le taux tombe à 11% dans les intercommunalités. On va devoir légiférer à nouveau, puisque les conseils départementaux, finalement, désormais, ils sont paritaires avec les binômes. Eh bien, on a avancé pour les conseils départementaux. On n'a pas perdu en efficacité à partir du moment où il y avait des femmes. Donc oui, il faut, je crois, passer par des quotas, des règles plus contraignantes pour voir plus de femmes arriver en politique. Les pistes à l'étude sont la parité dans l'exécutif des intercommunalités et la parité pour les communes de moins de 1000 habitants, qui représentent près de 3/4 des communes. Certaines associations proposent aussi une mesure indirecte, la limitation des mandats dans le temps, afin de renouveler les maires plus souvent. Pour le moment, le gouvernement n'a pas prévu de légiférer à nouveau sur la parité. Et pour en débattre, j'accueille Dominique Estrosi Sassone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR des Alpes-Maritimes. Céline Pic, bonsoir, porte-parole du mouvement Oser le féminisme. Éric Kerrouche, bonsoir, sénateur PS des Landes. Mathieu Croissando est resté à mes côtés. Dominique Estrosi Sassone, sur votre fiche d'identité sur le site du Sénat, vous êtes présenté comme sénateur. Ça veut dire que vous n'aimez pas le terme sénatrice ? En tout cas, les deux peuvent se dire, mais je préfère qu'on dise sénateur parce que c'est la référence à la fonction de sénateur. Voilà, tout simplement. Je trouve qu'il y a des titres qui sont plus ou moins heureux en termes de féminisation. C'est intéressant, ça ouvre bien le débat, parce que Céline Pic, j'imagine que pour vous, c'est un enjeu, ça aussi, la féminisation des métiers ou des fonctions. S'il y a un enjeu, parce qu'il y a un enjeu de représentation, c'est-à-dire que le pouvoir a tendance à être perçu comme quelque chose de masculin. Certains candidats, d'ailleurs, à la présidentielle revendiquent le fait que le pouvoir est intrinsèquement masculin et de féminiser les titres, puisqu'on voit bien que ce qui a été... les titres qui ne sont pas au féminin, ce sont les titres de pouvoir. Coiffeuse, ça existe. Par contre, effectivement, c'est difficile de faire changer les choses et moi on milite bien sûr pour une féminisation totale des titres pour dire que les femmes peuvent aussi investir les postes de pouvoir. Alors on va démarrer sur cette idée de la parité en politique. Alors on a quand même progressé en France, je pense que tout le monde pourra faire ce constat grâce aux différentes lois, mais quand même, on en parlait hier au congrès des maires de France, ce chiffre, seuls 20% des maires sont des femmes. Et écoutez ce qu'en disait Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Il faut sûrement progresser. Je vous rappelle que sur les grandes agglos, c'est pas le cas. Dans les communes de moins de 3500 habitants, les listes sont paritaires, totalement paritaires. Moi, que ce soit à la ville ou à la métropole, on est sur des binômes avec une première adjointe. Bien sûr qu'il faut progresser. Les lois sur la parité, les listes qui ont été engagées font qu'aujourd'hui, il y a un engagement qui est de plus en plus important. Vous parliez d'expérience et pourquoi on ne pourrait pas remonter plus tôt pour faire en sorte que des gens prennent des responsabilités plus tôt. Ça vaut en particulier pour les femmes. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc tout ça, c'est un processus qui doit se mettre, qui s'enclenche, qui est enclenché, qu'il faut poursuivre.
Alors, quel constat faites-vous sur l'évolution, Céline Picq? Il y a notamment certains partis politiques qui préfèrent payer des pénalités plutôt que d'appliquer la loi. Comme ça a été très bien rappelé, il y a des pénalités qui sont appliquées si les listes ne sont pas paritaires, en particulier aux élections législatives. Certains partis préfèrent payer effectivement des millions d'amendes. Je pense qu'au contraire, il faut aller vers plus de quotas et plus de parité, parce qu'on voit que sans quotas et sans parité, ça ne bouge pas, voire ça régresse. Et là, les chiffres sont particulièrement parlants. Puisque les maires, alors que les listes sont paritaires dans les mairies, on n'a que 19% de maires et 11% au niveau des intercommunalités. Et là, vraiment, les propositions qui ont été évoquées dans le reportage sont complètement en ligne avec les préconisations du HCE, le Haut Conseil à l'égalité, qui préconise un certain nombre de choses en étant rattaché à Matignon. Et il préconise quoi depuis 2018 ? Il y a un rapport du HCE qui a été publié à ce moment-là, qui préconise 3 choses. Fonctionnement en binôme au niveau des mairies, donc toujours adjoint et premier adjoint, parce qu'on voit toujours que c'est le maire et ensuite les adjoints. Et puis réfléchir aussi à l'attribution des postes. C'est toujours les femmes à la petite enfance, tandis que les hommes sont aux finances ou à la construction. Et puis ensuite, instaurer également la parité au niveau des intercommunalités. Ça aussi, c'est extrêmement important. On a 11% de femmes aux intercommunalités. Pourquoi ? Parce qu'on envoie le maire, justement, représenter la commune. Et là, les pratiques sexistes se remettent en place avec un phénomène d'éviction des femmes. Et excusez-moi, et après je vous rends la parole, promis. Et ensuite, je pense qu'il reviendra à un moment ou à un autre. Il faut travailler sur quelque chose de profondément culturel. Il n'y a pas que les quotas. Ça, voilà. on l'évoquera évidemment en profondeur. Pardon de vous interrompre. Éric Kerrouche, parce que ça, c'est aussi un combat, de ne pas interrompre que les femmes dans un débat. Et j'essaye toujours de faire attention à ça. Ça veut dire que vous allez m'interrompre. Croyez-moi, sûrement, je vais vous interrompre à un moment ou à un autre. Ça, une maladie journalistique, vous savez. Éric Kerrouche, vous portez une proposition de loi pour améliorer finalement le système existant. Il y a certaines des propositions ou des idées évoquées à l'instant par Céline Picq qui sont dans cette loi, notamment imposer que le premier adjoint soit de sexe différent du maire ou le premier vice-président de sexe différent du président. Pourquoi ça vous semble important d'aller plus loin ? Parce que, je vais faire une métaphore économique, si on attend qu'il y ait une espèce de main invisible qui régule la distribution des hommes et des femmes au poste de pouvoir, on va attendre pendant longtemps. De la même façon que le marché ne s'autorégule pas, le marché politique ne s'autorégule pas tout seul et il lui faut des contraintes. Il y a un problème de diversification des profils en politique qui est vraiment un des problèmes majeurs de notre démocratie. Ça commence par l'aspect paritaire dont on parle ce soir, mais il y a d'autres aspects dont on pourrait parler, comme la sous-représentation de certaines catégories sociales. Et là, la perspective, c'est de faire en sorte, à travers la proposition, qu'on reprenne des propositions du HCE et d'autres, pour faire en sorte que les dernières barrières, parce qu'il s'agit des dernières barrières, puissent tomber. Et elles sont en fait assez faciles à faire tomber si on est un peu volontariste. Donc finalement, c'est un système ça se rapproche d'un système de quotas que vous proposez. C'est pas un quota. On part du principe d'abord que, contrairement à ce que disait Stéphane Le Foll, c'est pas au-dessus de 3500 habitants, c'est en dessous de 1000 habitants maintenant. Et on dit, pour qu'il y ait une représentation paritaire, eh bien, on applique le même scrutin pour l'ensemble des communes. Donc partout des listes paritaires. Partout des listes paritaires, et on aura des gens qui nous diront, comme on l'a entendu dans le passé, que c'est pas possible pour les moins de 1000 parce que les femmes dans les communes de moins de 1000, il y en aurait moins, ça serait compliqué. C'est toujours compliqué. Et je suis pas d'accord avec ça. Et après, il y a un premier pas dans les intercommunalités, c'est de faire en sorte que, au moins, à défaut d'un autre système dont on pourra reparler, au moins la proportion de femmes dans l'exécutif soit identique à la proportion de femmes dans le conseil communautaire. Dominique Estrosi-Sassone, est-ce qu'il faut durcir le système législatif actuel, notamment les pénalités pour les partis qui ne respectent pas la parité, ou alors imposer carrément un système de quotas ? Alors, vous l'avez dit au début de l'émission, la parité, elle a quand même progressé. Oui. On l'a vu sous la pression sociale croissante, mais aussi à travers un certain nombre de textes législatifs. On a cité le texte de 2000, qui a permis quand même la parité dans les élections municipales, dans les élections régionales, dans les élections européennes, qui a introduit les fameuses pénalités financières pour les partis qui ne présenteraient pas au moins 50% de candidats aux élections législatives. Il y a eu aussi la loi de mai 2013, qui a permis aussi une certaine avancée, en particulier
particulier à travers le dernier bastion inébranlable, celui des conseils départementaux et des binômes. Mais je pense que pour les propositions qu'évoquait Éric Kerrouche, moi je serais beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus sur la réserve. Pourquoi imposer absolument, quand une femme est maire, à ce que son premier adjoint soit un homme, ou à ce que lorsqu'un homme est maire, son premier adjointe soit une femme? Vous savez, moi je connais dans des communes des femmes qui sont maires, qui ont choisi une première adjointe femme. Je pense que le binôme que font un maire et un premier adjoint, c'est une alchimie très particulière. Ça nécessite aussi que ces deux personnes soient véritablement en toute confiance et qu'elles puissent aussi bien s'entendre, parce que le premier adjoint, il n'est pas là uniquement pour remplacer le maire, certes, mais aussi en cas de décès. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une alchimie. Et cette alchimie, elle n'est pas forcément déterminée par le sexe opposé. Si je vous entends bien, on a suffisamment progressé pour ne pas durcir la loi? Non, c'est pas ce que je veux dire. Il y a certainement encore des améliorations. Mais je pense qu'il ne faut pas, à tout prix, vouloir la parité, quels que soient les cas de figure. Par contre, sur la proposition que fait Éric Kerrouche à travers les exécutifs et le nombre de vice-présidents dans les exécutifs des intercommunalités qui s'effectuent par miroir du nombre de membres de l'organe délibérant, il y a 45% de femmes dans l'organe délibérant de l'intercommunalité, et bien qu'il y ait 45% de vice-présidentes ne me gêne absolument pas, et je pense que c'est une bonne solution, c'est pragmatique à une période où de toute façon on n'a pas la parité dans ces assemblées locales et où les femmes sont sous-représentées. Ça permettrait déjà effectivement de pouvoir apporter une meilleure représentation des femmes. Et sur l'aggravation des pénalités, des sanctions financières, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ces pénalités financières, elles sont suffisamment lourdes pour les partis politiques, à tel point que même un parti politique comme le mien, qui est qualifié d'un parti politique pour le moins assez conservateur, a fait de son chantier prioritaire pour les prochaines élections législatives 2022 à ce qu'il y ait la parité intégrale. Je sais que Christian Jacob y est attaché et qu'il fera en sorte qu'il y ait autant de candidates femmes que de candidats hommes pour les élections législatives à venir. Mathieu. Il était temps. C'est un engagement officiel et annoncé. Il l'a dit, d'accord. il affirme, Commission nationale d'investiture après Commission nationale d'investiture. Parce que je crois que vous étiez le parti qui avait le plus de pénalités, donc je suis ravie d'apprendre que pour aujourd'hui, le chantier il va y avoir celui-ci et véritablement, on tiendra à ce qu'il y ait la parité intégrale dans les candidatures aux élections législatives de 2022. Nous l'examinerons avec attention. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une pression financière, enfin une pression sociale, vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas de pression électorale. C'est-à-dire que c'est très curieux que cette demande-là ne soit pas relayée dans les urnes. On sait que les Républicains se sont assis sur cette parité pendant longtemps. Alors vous faites des efforts, tant mieux, mais c'était pas la priorité du parti et le parti préférait payer des pénalités. Je pense pas que c'était le seul parti qui était dans ce cas-là. Non, mais c'était celui qui payait le plus de pénalités. Mathieu, par efficacité électorale aussi, c'est ce que non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'au moment de mettre un bulletin dans l'urne, pourquoi les Républicains, à partir du moment où il y a quand même 50% de femmes dans le pays, à partir du moment où tout un nombre d'hommes sont pour la parité, pourquoi des gens continuaient de mettre des bulletins, les Républicains, dans l'urne, si la question de la parité était centrale? C'est ça aussi la démocratie, c'est la démocratie. Attention. Et si les gens décident de voter parce que la personne a bien rempli son rôle de maire, de conseiller régional, de conseiller départemental, c'est sans prendre en considération le sexe. C'est aussi les compétences, les qualités qui doivent être mises en avant. Oui. Alors, Éric Kerrouche et ensuite Céline Picq. Soit. Mais ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que, en fait, c'est pas qu'il y a de pression sociale, c'est que la pression sociale ne s'applique pas dans une circonscription prise indépendamment. On a un vote de circonscription et, en l'espèce, on ne voit pas forcément qu'un parti politique ne respecte pas de manière globale la parité. L'électeur ne voit que sa circonscription. C'est même pas un élément du débat public. Les autres partis ne montrent pas du doigt les Républicains. C'est un élément de débat public. Mais ce que veut dire Mathieu, c'est que les électeurs ne sanctionnent pas massivement une liste qui n'est pas paritaire. Mais de toute façon, c'est plus possible. Non, je parle des partis. C'est pas forcément une sanction, sauf que la demande vis-à-vis de la parité est de plus en plus importante. Quand vous voyez en fait l'évolution de l'opinion publique, entre guillemets, en tout cas sa mesure dans le temps par rapport à la parité, il y a une vraie sensibilité qui se développe. Ça c'est vrai dans le temps. Maintenant, il y a toujours des résistances, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des bonnes raisons aussi
pour expliquer le fait que les femmes soient moins présentes en politique. C'est que on vit dans une société qui est genrée et que, en l'espèce, les rôles sociaux remplis par les hommes et les femmes sont toujours très différents et que, d'une certaine façon, tout se passe comme si l'ensemble des rôles imputés aux femmes, eh bien, les tenait justement à l'écart des fonctions politiques. Il faut pas, on fonctionne pas comme ça dans le vide. Il y a déjà des réalités sociales qui jouent au détriment des femmes, non seulement en politique, mais également, je vous le rappelle, du point de vue des métiers et des salaires. Donc c'est pas indifférent. C'est la politique, ça incarne cette résistance, mais cette résistance vis-à-vis des femmes et vis-à-vis du rôle des femmes, c'est une résistance sociétale. Pourquoi, d'après vous, il faut des quotas pour briser en partie cette résistance ? Pour moi, il faut des quotas parce que, bon, effectivement, je pense que la demande des électeurs est de plus en plus forte parce que le mouvement féministe avance et les idées progressent. Et il faut des quotas parce que les quotas, c'est une obligation de résultat. Et ça permet de développer à l'intérieur des partis des politiques actives de promotion des femmes et de réfléchir aussi aux freins qui se dressent pour l'investissement des femmes en politique. Et là, moi, je vois deux causes majeures. La première, c'est effectivement la question de l'engagement. Comment on fait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est encore les femmes qui s'occupent des enfants et que les réunions... Si, 75% des... Il y a quand même plein de familles où les hommes, les pères de famille s'occupent aussi des enfants. Je pense que... On vit dans un monde qui est un peu moderne et qui n'est pas forcément... lisez les études de l'INSEE. Oui, il y a les études, mais il y a aussi la réalité autour de vous. Il y a des pères de famille qui s'occupent des enfants. Bien sûr que, heureusement qu'il y a des pères de famille qui s'occupent encore de leurs enfants, mais regardez les études même qui ont été faites pendant le confinement, quand les écoles ont fermé, ce sont essentiellement des femmes qui ont fait la classe à la maison aux enfants pendant le confinement. Donc oui, il y a encore des freins, et en particulier pour les femmes monoparentales, c'est quasiment impossible puisqu'elles ont à 80% la charge et elles n'ont même pas de relais du père au quotidien. Donc oui, les choses avancent dans le bon sens, mais beaucoup trop lentement pour que ça ne soit pas considéré aujourd'hui comme un frein. C'est 75-25, ça c'est les chiffres de l'INSEE très récents. Et le deuxième frein qui pour moi est essentiel, c'est en faisant référence à la tribune qui est sortie ces derniers jours, c'est la tribune MeToo politique. Oui, je pense qu'en termes de demande électorale, il va y avoir une demande extrêmement forte sur le fait qu'un certain nombre, la jeune génération qui a investi dans les mouvements féministes, ne veut plus voir investis des hommes politiques qui sont condamnés pour viol, violence conjugale, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on porte depuis des années et des années. Il va falloir que l'ensemble des partis entendent cette demande qui est extrêmement forte des jeunes générations. Ça a commencé avec l'affaire Beaupin, ça touche tous les partis, sans exception. Ça a commencé avec l'affaire Beaupin en 2016. On a aujourd'hui, par exemple, 8 femmes qui accusent Éric Zemmour d'agression sexuelle. Et je pense que ça peut être aussi quelque chose qui soit déterminant dans les votes. Un refus net. Je pense en particulier aussi aux manifestations qui avaient eu lieu contre la nomination de Darmanin qui était sous le coup d'une enquête préliminaire pour viol, tandis qu'il était classé à plusieurs reprises. Tout à fait, mais lors de sa nomination, quand on parle de cette affaire, il faut aussi dire qu'il y a eu non-lieu. Mais le jour de sa nomination, il y avait une enquête préliminaire ouverte. Et clairement, je pense que dans plein de pays étrangers, le fait qu'il soit nommé ministre, il était déjà au gouvernement, mais le fait qu'il soit à l'intérieur, effectivement, ça pose des questions. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être aussi quelque chose de déterminant dans la future campagne. Le mouvement MeToo politique, Dominique Estrosi-Sassone, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut interdire finalement de vie politique ceux qui ont été Alors d'abord, je pense que ce débat dévie. Là, on était autour de cette table pour parler de la parité en politique. Peut-on mieux faire ? Je pense qu'effectivement, on dévie. Pour autant, effectivement, le monde politique est un monde essentiellement masculin. Mais aujourd'hui, je crois que les mentalités, elles évoluent, elles changent aussi. Moi, en ma qualité de femme politique et qui fait de la politique tant localement que nationalement depuis plus de 20 ans, je n'ai pas eu à subir ce type de harcèlement ou ce type d'actes qui sont tout à fait répréhensibles. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans le monde politique, mais ça existe autant dans le monde politique que dans le monde des médias, que dans le monde économique. Donc je ne vois pas pourquoi on mettrait un focus plus important et plus gros sur le monde politique qui serait un monde qui pratiquerait malheureusement plus ce type d'action et d'actes. Après, faut-il interdire ? Encore une fois, moi je fais confiance à la démocratie.
démocratie, je fais confiance au peuple. Et c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est appelé à mettre un bulletin dans l'urne, qui connaît, parce que le peuple français est un peuple éminemment politique, qui s'intéresse à la politique et qui est à même de pouvoir faire son choix en toute liberté, en toute détermination et bien évidemment en prenant en compte un certain nombre de faits d'actualité et en les intégrant ou pas dans le choix qu'il aura à faire en mettant un vote, un bulletin dans l'isoloir. Allez, pour terminer ce chapitre politique, je voudrais qu'on fasse un peu le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mathieu, le président de la République avait érigé l'égalité homme-femme en grande cause du quinquennat. Est-ce qu'il donne l'exemple? Ah ben non, pas du tout. Hein. C'est une constante depuis son origine. Le macronisme est une aventure essentiellement masculine. Je vous montre une photo. C'était les membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Vous voyez, il n'y a que des hommes. Alors on les reconnaît pour certains, hein, que ce soit Benjamin Griveaux, Richard Ferrand, Julien de Normandie. Certains sont toujours là. Il n'y a qu'une seule femme, Sibeth Ndiaye, qui était chargée à l'époque de la com. Et quand on regarde 4 ans et demi plus tard, dans l'organigramme de l'Élysée, il y a beaucoup de visages et de noms qui ont changé. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que ce sont encore une fois que des hommes qui occupent les postes clés. Il y a une chef de cabinet adjointe, quelques conseillères. Idem pour ce qui concerne les services de direction de la présidence de la République. Il n'y a qu'une femme directrice. Et elle s'occupe de quoi? Devinez? De la com. Mais quand même, le gouvernement, lui, il est paritaire. Oui, pour sauver les apparences, on a même une femme numéro 3 du gouvernement, on le rappelle, hein, Barbara Pompili, mais quand on regarde, là encore une fois, les gros portefeuilles, les ministères clés, les affaires étrangères, l'intérieur, la justice, Bercy, eh ben, que des hommes. Idem pour la majorité. Il y a un dîner très important qui se passe ce soir à l'hôtel de Lassay. Richard Ferrand reçoit pour parler de choses sérieuses, c'est-à-dire de la construction de la prochaine maison commune de la majorité. Il reçoit qui? François Bayrou, Édouard Philippe, Stanislas Guérini. Que des hommes autour de la table. Et puis, au Parlement, il y a quelques exceptions quand même, il faut le dire. Je pense à la présidente notamment de la Commission des lois à l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Mais les femmes, elles sont surtout dans des rôles de porte-parole. C'est pas elles qui président le groupe. Hein. Il y en a qui sont présentés, mais c'est Christophe Castaner. Les femmes, elles sont plutôt envoyées sur les plateaux pour défendre la politique. Est-ce que c'est un souci pour faire campagne? Sur le point de vue du bilan, il y a des choses qui ont avancé sous le quinquennat de Macron. Il n'a pas plus à rougir que ses prédécesseurs. Il avait érigé ça comme une grande cause. Alors, il y a encore plein de choses à faire, mais je pense à notamment la question des violences faites aux femmes. Elle est quand même plus prise à bras le corps aujourd'hui par les pouvoirs publics qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Mais dans une campagne qui ne manque pas de figures féminines, il faut quand même le rappeler, parce que même si c'est compliqué pour les femmes de faire de la politique, on a quand même l'adversaire numéro 1 du président qui est une femme, Marine Le Pen. On a une candidate socialiste, Anne Hidalgo, peut-être demain une candidate Les Républicains, Valérie Pécresse. Bref, ça va finir par se voir. On a un vrai problème pour la campagne. Emmanuel Macron n'est entouré que d'hommes, confiait à la rentrée un marcheur. Nous sommes à un peu plus de 5 mois de la présidentielle. Et sur ce plan, le problème reste entier. Alors, au-delà de l'entourage du président de la République, Céline Picq, est-ce qu'effectivement, vous donnez quand même quelques satisfecit à l'exécutif, au président, à son gouvernement, pour avoir fait avancer la cause des femmes? Je pense qu'il y a quand même la PMA pour toutes, qui était comme une promesse de campagne et qui a été finalement réalisée. Donc on va voir maintenant si ça se passe bien pour les femmes. C'est drôle parce que c'est pas forcément une mesure qui prône l'égalité femmes-hommes, la PMA pour toutes. Si, pourquoi il y avait une discrimination de l'accès à la... Ah non, il y avait une discrimination liée à l'accès à une technique qui est une fécondation in vitro, et là, qui était ouverte aux couples hétérosexuels, mais qui n'était pas ouverte aux couples homosexuels. Et je pense qu'on est assez clair à oser le féminisme pour ne pas confondre PMA et GPA. Une FIV, c'est une fécondation in vitro, c'est une technique médicale, mais ça n'a strictement rien à voir avec la GPA. Donc là, la PMA était une promesse, et cette promesse a été effectivement tenue. Après, sur les violences, il y a eu beaucoup de discours assez fort, il faut le dire. Je me souviens du lancement de la grande cause le 25 novembre 2017, et puis un certain nombre de déclarations des différents pas assez de moyens, différents ministres, voilà. Et par contre, un manque de moyens sur l'application pour avoir les moyens de ces ambitions. On pense au nombre de téléphones grave danger, on pense formation des policiers, formation des magistrats. C'est des choses qu'on répète maintenant depuis 4 ans sur tous les plateaux, et clairement, il y a un blocage au niveau de l'argent. On parle aujourd'hui d'une augmentation de quelques millions. En fait, on parle en millions quand à peu près toutes les politiques publiques d'envergure, on parlerait en centaines de millions. Nous, on est là en train d'annoncer 1 million supplémentaire pour le SDFE, donc le service droit pour l'égalité femmes-hommes. Donc, on parle sur des montants microscopiques. Je rappelle que le budget d'Elisabeth Moreno représente 0,001% du budget. On ne va pas aller très loin encore là-dessus, et donc c'est lent.
Et les résultats sont lents à venir par manque de moyens. Alors ça m'offre la transition pour parler maintenant de l'aspect économique dans le monde de l'entreprise. Il y a aussi beaucoup à faire pour améliorer les inégalités salariales, pour briser ce fameux plafond de verre. Est-ce un cliché? Je pense que non, c'est toujours une réalité dans beaucoup d'entreprises. Ouvrir les postes de direction aux femmes. Gaspard Flamand. En 2011, le Parlement adopte la loi Copé-Zimmermann qui impose des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des entreprises. Aujourd'hui, la ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme l'affirme, cette loi était nécessaire. La loi Copé-Zimmermann qui a été votée en 2010 nous a fait passer de 9% de femmes dans les conseils d'administration à 45% en seulement 10 ans. Seulement 10 ans. Des avancées dans les conseils d'administration, mais les inégalités persistent partout ailleurs. Salariales d'abord, les hommes gagnent en moyenne 16,5% de plus que les femmes. Autre chiffre marquant, une seule entreprise du CAC 40 est dirigée par une femme. Pour aller plus loin, le Parlement vient d'adopter une nouvelle proposition de loi qui prévoit pour les entreprises de plus de 1000 salariés un quota de 40% de femmes au poste de direction d'ici 2030. Aujourd'hui, elles ne sont que 22% à occuper ces postes. Et pour aller plus loin sur ce thème des inégalités en entreprise, j'accueille avec nous en visioconférence Insaf El Hassini, qui est porte-parole du mouvement Les Glorieuses. Vous êtes juriste, experte en égalité salariale et négociation de rémunération et créatrice de la plateforme Ma Juste Valeur. Bonsoir, je reprends cet écart de rémunération entre les hommes et les femmes, 16,5%. Ça veut dire que symboliquement, depuis le 3 novembre à 9h22, les femmes travaillent gratuitement. Comment cet écart est-il calculé ? Alors c'est un écart qui est calculé en fonction du chiffre qui nous est donné par Eurostat. Eurostat nous donne un chiffre qui est 16,5%. On reproduit ce chiffre-là sur les jours de l'année et on fait vraiment un calcul qui est très simple, qui est sur la base de 3. Et donc ça nous donne la date du 3 novembre à 9h22 pour l'année qui est celle qui est l'année 2021. Et la tendance, malheureusement, c'est encore pire que l'année précédente, c'est ça ? Oui, on l'observe que depuis 2016, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Donc, cet écart salarial ne fait qu'augmenter. Et les femmes qui commencent en 2016, qui arrêtaient de travailler le 7 novembre, aujourd'hui, en 2021, malheureusement, elles arrêtent de travailler le 3 novembre. Donc, on voit très bien que cet écart se creuse, malheureusement. Est-ce qu'il y a aussi un effet crise sanitaire ? Oui, certainement, il y a un effet crise sanitaire et puis il y a aussi un effet crise économique qu'on ne peut pas dénier. Évidemment, c'est quelque chose qui impacte l'économie et donc, comme ça impacte l'économie, les femmes sont en première ligne et donc ça impacte aussi le travail des femmes et le salaire qu'on accorde aux femmes. Dominique Estrosi-Sassone, je reviens vers vous sur cet aspect économique. C'est le gouvernement de François Hollande qui avait instauré des sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale et la parité. Est-ce qu'il faut, là aussi, on est un peu sur la même mécanique ou les mêmes questionnements que pour la parité en politique. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aggraver ces sanctions? Alors, cela va dans le bon sens, effectivement, ce qui a été voté, mais on voit bien que la féminisation, telle qu'elle a été votée, n'a pas produit les effets de ruissellement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes encore confrontés, effectivement, en particulier s'il y a plus de femmes dans les conseils d'administration, on voit qu'il y a moins de femmes, ou en tout cas qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans les comités de direction, dans les COMEX, et là, c'est un véritable problème. La proposition de loi qui a été votée à l'unanimité, et la semaine dernière ici au Sénat, va plutôt dans ce sens-là, puisqu'elle a prévu qu'il y ait au moins 40% de femmes d'ici 2040 pour intégrer les comités de direction, les COMEX. Donc c'est plutôt quelque chose qui est positif. Ça prendra encore du temps, on le voit, mais je crois que là, c'est véritablement un combat qu'il nous faut continuer à mener en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes, et surtout de montrer que les femmes, on les relègue pas ou on les met pas uniquement sur des emplois, parce que souvent, c'est des emplois à temps partiel, ce sont des emplois qui sont des emplois précaires et qui, de fait, précarisent la femme et n'arrivent pas à lui permettre d'accéder à des emplois qui lui assurent une certaine sécurité matérielle à travers un salaire plus conséquent. Éric Hoche, aujourd'hui, seules les entreprises de plus de 50 salariés sont concernées par ces règles sur l'égalité salariale. Il faut baisser le seuil, c'est insuffisant pour vous ? C'est compliqué de se prononcer dans l'absolu parce qu'après, il y a des difficultés qui sont des difficultés liées aux entreprises. Pour autant,
c'est un peu comme la parité en politique. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut, passer par le règlement et la loi? Si on ne prend pas des mesures, il ne faut pas attendre que les choses se régulent tout seul. Ça ne sera jamais le cas. Sinon, on arrivera... C'est aussi pessimiste que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une génération qui est peut-être en train de faire bouger les choses. D'accord, mais dans ce cas-là, il faut l'aider. Parce qu'en fait, il suffit de revenir 20 ans en arrière. Nous avons connu, en ce qui nous concerne français, avec la loi sur la parité en politique, et celles qui ont accompagné, un bond qui est considérable, qui n'est pas comparable à celui qui a été atteint dans d'autres pays, qui a été beaucoup plus important parce qu'il y a eu cette obligation. Alors c'est vrai, il y avait déjà, notamment dans les pays du nord de l'Europe, parce que les partis politiques et aussi les entreprises s'étaient auto-imposées des régulations, il y avait des progrès. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sans la mise en place de ces éléments, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se règle tout seul. Moi, je suis partisan de la contrainte parce que la liberté n'a pas marché. C'est aussi simple que ça. Ouais. Céline Pic, vous parliez de ruissellement. Est-ce que vous y croyez à ça? C'est-à-dire le fait de nommer finalement d'avoir plus de femmes dans les comités de direction, donc à des postes de direction et pas seulement à la com. Mathieu, non mais voilà, c'est pas seulement une, c'est pas seulement une, voilà, pour faire un bon mot. Hein, je suis d'accord avec Madame. Est-ce qu'il y a du ruissellement dans ça? Madame la sénatrice, excusez-moi, je dis sénatrice, c'est plus fort que moi. Ne vous en veux pas. Je pense que le ruissellement, ça ne marche ni pour les richesses ni pour l'égalité, et je vais aller même au-delà de ça. Attends, pardon, je vous interromps. Mais ça veut dire que quand des femmes sont chefs d'entreprise, elles ne vont pas nommer plus de femmes à des postes de direction ou améliorer la situation sur l'égalité salariale? Parce que je pense que cette loi sur les 40%, moi je trouve qu'elle va dans le bon sens. Ça va obliger là aussi les entreprises à mettre des politiques actives de promotion des femmes qui n'arrivent pas à émerger aujourd'hui. Mais je dirais, je vais vous prendre un exemple très simple. Ce n'est pas parce que vous mettez des femmes dans le COMEX de Carrefour que vous améliorez la situation des caissières de Carrefour. Donc il faut quand même voir d'où viennent ces inégalités salariales, et je pense qu'aujourd'hui on a un focus extrêmement fort sur les postes de direction. Je comprends bien cette problématique sur le plafond de verre. J'avoue que quand on regarde les chiffres, il faut voir que maintenant l'écart à poste égal n'est que de 5%. Alors, je voudrais bien comprendre pourquoi la différence entre les 16,5% dont on a parlé. Poste égal, ça veut dire le même poste. Ouais. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est que les carrières des femmes et les carrières des hommes ne sont pas les mêmes. Les carrières des hommes accélèrent plus vite. Il y a un décrochage très fort au moment des grossesses, en fait. À partir du moment où les femmes ont des enfants, la carrière décroche et donc elle prend du retard par rapport à celle des hommes. Et deuxième facteur, le choix des métiers, qui est extrêmement structurant. Et là, je pense que c'est aujourd'hui là le levier essentiel, plus que d'aller chercher dans les COMEX, c'est de montrer, et ça il y a un certain nombre d'études qui sont extrêmement claires, que les métiers largement féminisés à responsabilité, à travail comparable, pas à travail égal, mais à travail comparable en termes de responsabilité et de compétences, sont moins bien payés. C'est-à-dire, je vous prends un exemple extrêmement simple, une infirmière qui travaille en réanimation à l'hôpital public aujourd'hui va être moins payée peut-être qu'un technicien informatique qui va installer des ordinateurs toujours dans la fonction publique d'ailleurs, sera moins payé. Et là, je vous renvoie aux travaux de deux sociologues du travail qui font un boulot formidable qui s'appelle Rachel Silvera et Séverine Lemierre, qui préconisent, elles, plutôt de travailler sur la mixité des métiers, et c'est-à-dire qu'il y ait plus d'hommes dans les métiers de l'enseignement, du soin et de la santé, parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers majoritairement féminins, et que ces métiers-là soient aussi jugés d'ailleurs assez essentiels pour notre société, qu'ils soient revalorisés. Aujourd'hui, les sages-femmes sont en grève, c'est pas un hasard. Elles sont très, 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 très mal rémunérées par rapport au niveau de responsabilité qu'elles ont. Et par exemple, le métier d'enseignante, en fait, il y a 40 ans, un enseignant en début de carrière commençait à 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, un enseignant en début de carrière, c'est 1,3 fois le SMIC. Devinez ce qui s'est passé pendant ces 40 ans. Ce métier s'est largement féminisé. Et comme c'est considéré comme un salaire encore secondaire et que c'est un métier féminin, il y a eu une dévalorisation salariale pendant 30 ans. Quand un métier se féminise, il se dévalorise. Voilà. C'est ce qu'on retient de votre explication. INSAF El Hassini, c'est votre métier finalement de valoriser les talents féminins. Hein. C'est ce que vous faites dans des négociations de rémunération. Qu'est-ce que vous proposez pour accélérer l'évolution qu'on souhaite tous ?
Moi, j'ai la profonde conviction qu'il faut absolument conduire le changement dans le monde de l'entreprise. Il faut absolument, comme on l'a dit auparavant, malheureusement, le marché ne s'autorégule pas tout seul. De la même manière que le marché financier ou que n'importe quel marché ne s'autorégule pas tout seul, le monde du travail, le monde de l'entreprise et le marché du travail ne s'autorégulera pas tout seul. La difficulté, c'est quand on observe le problème des inégalités salariales, on le prend depuis le prisme féminin. Et on dit aux femmes, ce qui les culpabilise énormément, vous n'êtes pas suffisamment audacieuse, vous n'êtes pas suffisamment ambitieuse, il faut être un peu plus vocale sur votre juste valeur, un peu plus assertive, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi conduire le changement dans le monde de l'entreprise, parce que la deuxième jambe du problème, c'est aussi la manière dont les entreprises perçoivent le travail féminin. Aujourd'hui encore, le travail des femmes est encore perçu comme un salaire d'appoint. Ça, c'est une vérité, et les travaux de plusieurs sociologues l'ont démontré. Le travail des femmes aujourd'hui est considéré comme un travail secondaire. La femme reste l'accessoire du principal, et donc son salaire reste un salaire d'appoint. Et les entreprises ne sont pas formées, et les lignes managériales et les lignes RH ne sont pas formées à la juste reconnaissance de leur talent féminin, au biais de genre, au biais cognitif. Et du coup, elles vont mettre en place des budgets colossaux pour attirer les femmes dans leur pipeline de recrutement. En revanche, elles ne vont pas construire des environnements de travail qui sont suffisamment reconnaissants de la spécificité des carrières féminines pour leur permettre de développer tous leurs talents dans le cadre de l'entreprise, d'y rester, de les fidéliser, de les retenir. Et du coup, aujourd'hui, et on l'a vu aussi, on parlait des jeunes générations. Les jeunes générations quittent en masse le monde de l'entreprise. Elles sont dans un mouvement de rejet. Merci, mais non merci. Elles vont dans le freelancing, elles vont dans l'entrepreneuriat, elles vont dans le monde des startups, etc. Elles désertent le monde de l'entreprise parce qu'il n'est pas suffisamment adapté, conçu pour accueillir les spécificités des carrières féminines. Ce qui est a priori normal, puisque en réalité, quand on observe les choses au départ, le monde du travail et le monde de l'entreprise, c'est un monde qui a été créé par des hommes, pour des hommes, à destination des hommes. Les femmes n'ont pas été prises en compte dans l'équation au départ. Et aujourd'hui, il y a une vraie conduite du changement qui doit être mise en place pour pouvoir vraiment réformer tout ce système-là. Merci pour cette explication. Je voudrais qu'on fasse un focus pour terminer. Il nous reste quelques minutes sur les métiers du care qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans notre société avec le vieillissement évidemment de la population. Éric Héroux, je vous l'avais évoqué rapidement en parlant du salaire des infirmières. Ça reste un chantier majeur de ce quinquennat. On le voit en ce moment, il y a les urgences des hôpitaux qui ferment la nuit dans plusieurs villes. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Est-ce qu'il y a une possibilité de revalorisation massive des salaires des soignants, et notamment de ceux qui étaient en première ligne pendant cette crise sanitaire ? Alors, il y a de manière globale, et en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, donc la parité. Sur la revalorisation des salaires, c'est un des éléments majeurs des thèmes que nous développons actuellement, parce que le problème du pouvoir d'achat et le problème du pouvoir d'achat des catégories les plus précarisés d'une part, ou des classes moyennes, c'est un problème majeur en France. Enfin, c'est aussi simple que ça. Oui, mais ça touche encore plus les femmes. Et ça touche effectivement encore plus les femmes. Donc nous proposons une égalité salariale en 5 ans parce que, encore une fois, sans cette obligation, on croit qu'il n'y aura pas de réussite. C'est d'autant plus vrai que vous parlez des hôpitaux. Mais moi, je vais vous parler d'un sujet qui est très connu dans les collectivités territoriales. C'est celui des aides à domicile. C'est celui des auxiliaires de vie, où on sait que le besoin est immense. Ce sont des travaux extrêmement durs. J'ai dirigé, comme beaucoup, un CIAS, et on a du personnel féminin qui fait un travail considérable, qui fait un travail qui est harassant physiquement, avec une usure physique, parce que le travail toujours et tous les jours est difficile. Et que là, il faut des investissements massifs, non seulement en termes de salaire, mais en termes d'équipement. Et que c'est la condition pour que notre société continue à fonctionner. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est que l'investissement de maintenant fait sur les salaires, fait aussi sur les équipements, c'est la condition pour que nous continuions tous ensemble. Parce que le vieillissement de la société, il est là, c'est une réalité. Et on ne va pas répondre qu'avec des maisons de retraite. C'est la même chose pour notre système de santé. Donc là, oui, il y a un effort majeur à faire en la matière. Dominique Estrosi-Sassone, est-ce que c'est pas ça le chantier prioritaire du prochain quinquennat ? Je dirais que ça aurait dû être le chantier prioritaire tout de suite après la crise sanitaire de ce gouvernement. Je crois que le Ségur de la santé montre bien combien il a laissé un certain nombre de trous
trou dans la raquette et que malheureusement, un certain nombre de catégories socio-professionnelles, plus particulièrement dans le domaine de la santé, n'ont pas été prises en compte dans la revalorisation des salaires et donc à leur juste mesure. Oui, mais quand on entend, pardon, on vous interrompt, mais le dernier débat des candidats au Congrès LR, c'était pas exactement le thème central de l'émission. Hein. Ah non, mais c'était pas le thème central parce que les médias n'en font pas le thème central. Quand vous ouvrez tous les débats sur d'abord et avant tout l'immigration, sur le régalien, ils ont également parlé du pouvoir d'achat, ils ont parlé d'une prime au travail pour Xavier Bertrand par exemple. Donc je pense aussi que ça fait partie bien évidemment de leurs préoccupations parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on a beau dire qu'on parle tout le temps d'immigration et de sécurité, mais la préoccupation première des Françaises et des Français, c'est celle du pouvoir d'achat. C'est celle de demain, comment est-ce qu'ils vont arriver à vivre de leur travail pour pouvoir offrir à leur famille tout simplement des conditions de vie les plus décentes possibles. Mais simplement, je voudrais faire une aparté sur comment est-ce qu'on peut continuer à évoluer, que ce soit dans la parité en politique ou dans l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est aussi important une politique familiale ambitieuse. Et je pense que malheureusement, dans notre pays, depuis un certain nombre d'années, cette politique familiale, elle n'existe plus. Parce qu'une politique familiale ambitieuse, c'est bien sûr pouvoir faire en sorte qu'il y ait une démographie plus importante, mais c'est aussi permettre à des femmes, à travers plus de propositions en nombre de places de crèche, à travers des horaires adaptés, de pouvoir faire en sorte que ces femmes demain prennent plus de responsabilités, que ce soit dans la sphère politique ou dans la sphère professionnelle. Allez, un mot de conclusion. Alors là, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que de politiser la question effectivement de la prise en charge des enfants, ça devrait être aussi un des thèmes de campagne et d'avoir une politique familiale qui soit ambitieuse et qui promeuve l'égalité femmes-hommes. Et à Oser le féminisme, on a plein d'idées pour cette future campagne 2022 et on propose en particulier d'axer davantage la politique familiale envers les familles monoparentales, en particulier les mères qui élèvent seules les enfants qui sont à 34% sous le seuil de pauvreté. Et pour ça, on a des idées. On veut individualiser l'impôt sur le revenu parce que là aussi, avec cette familialisation de l'impôt sur le revenu qui est unique en Europe, ça n'existe pas ailleurs. Et on maintient le salaire d'appoint pour les femmes. Et ça, il faut cesser cela et revaloriser les allocations familiales. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis, bonjour chez vous. Demain matin, Oriane Mancini, son invité politique, c'est Mickaël Delafosse, le maire PS de Montpellier. Bonne soirée à toutes et à tous.